Et salut, alors dans cette vidéo, on va parler du test du Ki2 d'indépendance. Alors je vous ai remis ici toute la méthode et le raisonnement qu'on a vu dans la vidéo précédente. D'ailleurs, vous pouvez télécharger cette fiche, le lien est dans la description. Et on va appliquer cette méthode à travers cet exemple-là. Alors, bon, j'ai pas mis d'énoncé, mais l'énoncé, ce serait qu'on a des pommes avec plusieurs origines et plusieurs couleurs. Et du coup, la question est de savoir s'il y a un lien ou pas entre ces couleurs et ces origines. Donc pour ça, ces données, elles sont présentées déjà sous ce qu'on appelle un tableau de contingence. Alors un tableau de contingence, il a plein de propriétés, donc si vous voulez les voir, vous pouvez aller vous renseigner sur internet, mais ce qui nous intéresse ici vraiment dans cette vidéo, c'est sa manière de lire les données. Donc par exemple les pommes rouges et belges, on en a 48. Ensuite par exemple 69, ce serait le nombre de pommes qui sont françaises et qui sont rouges. Enfin vous voyez, en fait à chaque fois, chaque valeur, par exemple 48, elle se reporte au libellé qui est au-dessus et au libellé qui est à gauche. Donc 48, c'est le nombre de pommes vertes et suisses. Ensuite, on a une colonne et une ligne totale ici. Ça veut dire quoi? Par exemple, 80, c'est la somme de toutes les pommes belges. Donc, dans cet échantillon, on a 80 pommes qui sont belges. On a, par exemple, 399 pommes qui sont suisses. Et on a 338 pommes qui sont rouges, comme ceci, etc., etc. Et cette valeur-là, c'est le total du total. En gros, c'est le nombre total de pommes qu'on a dans l'échantillon. Donc là, on a 687 pommes au total. Alors maintenant qu'on sait bien lire ce tableau qu'on appelle tableau de contingence, on va voir pourquoi est-ce qu'on doit utiliser le test du Ki2. Alors là, on nous demande s'il y a une relation entre la couleur des pommes et leur origine. Donc, autrement dit, si je reformule la question, est-ce qu'on a un lien ou non entre la couleur et la localisation des pommes? Donc, est-ce qu'on a un lien ou non entre les données qu'on a observées? Donc, c'est exactement ça. Donc là, étant donné que on veut vérifier ça, on va pouvoir effectuer le test du Ki2. Alors, pourquoi est-ce qu'on effectue le test du Ki2 d'indépendance? Parce qu'on a un tableau de contingence. Si on n'avait pas de tableau de contingence, on ferait un test du Ki2 d'adéquation, et ça, on verra ça dans la vidéo suivante. Alors maintenant, il faut vérifier les conditions. Donc là, les conditions, c'est quoi? C'est qu'on a au moins 5 éléments par case. Donc en gros, chaque fois, on a au moins 5 éléments. Là, par exemple, on a 48 éléments, donc là, ce serait 48 pommes, en fait. Là, on en a 27, là, on en a 5. Mais il faut au moins 5. Donc là, on est vraiment à la limite. Mais bon, on peut, étant donné qu'on en a pile poil 5, là aussi, on en a pile poil 5. Sinon, on voit que partout, on respecte cette condition. Donc on voit que partout, on respecte cette condition. On a au moins 5 éléments partout. Donc la seule condition pour effectuer ce test-là est vérifiée. Maintenant, il va falloir passer à la formulation des hypothèses. Alors dans un premier temps, on va formuler H0, l'hypothèse nulle, et ensuite on formulera H1 ou HA, qui est l'hypothèse alternative. Donc H0 c'est quoi? Ce serait finalement que j'ai marqué XX et XX indépendants, autrement dit les données sont indépendantes. Si je peux mieux formuler ça, ce serait les couleurs et les localisations sont indépendantes. Maintenant que j'ai formulé ça, je peux formuler l'hypothèse H1 qui est l'hypothèse alternative. Donc on note ça H1 ou HA comme ceci. Et donc ça c'est quoi? C'est tout simplement le contraire en fait de l'hypothèse nulle. Donc là ce serait que les couleurs et les localisations sont pas indépendants, autrement dit elles sont liées. Donc je vais pas tout réécrire, je vais juste écrire comme ça. Donc là les couleurs et les localisations sont liées pour l'hypothèse alternative. Maintenant, on va passer au calcul du Ki2. Alors cette formule, elle est assez compliquée et je vous propose qu'on se retrouve sur Excel pour la calculer parce que finalement, c'est assez long de faire tout manuellement. Donc comme ça, sur Excel, on ira un petit peu plus vite. Voilà, alors on se retrouve sur Excel avec ici le tableau de contingence et ici la formule associée au Ki2. Et on nous dit donc que la valeur du Ki2, ça va être égal à la somme des I et la somme des J de, alors là regardez, on a NIJ. Alors NIJ c'est quoi? C'est les effectifs observés moins N'Ij. N'Ij ce sont les effectifs théoriques. On met le tout au carré et on divise par N'Ij. Alors qu'est-ce que c'est que ces histoires de Nij? Alors là dans le tableau de contingence, vous êtes d'accord que c'est des trucs qu'on a observés puisque là on a par exemple 48 pommes qui sont rouges et belges, donc c'est quelque chose qu'on a observé. Donc là finalement le tableau de contingence il contient des effectifs observés, donc il contient des Nij. Et IJ c'est quoi? Alors I ça correspond à la valeur de la ligne et J ça correspond à la valeur de la colonne. Donc par exemple là regardez si je prends cette valeur là, là regardez on est dans la deuxième ligne, donc rouge, jaune c'est la deuxième ligne et on est dans la quatrième colonne, 1, 2, 3, 4, c'est bien la quatrième colonne. Donc là I va valoir 2 et J va valoir 4, donc finalement cette valeur là c'est N de 4 comme ceci. Et pour les effectifs théoriques, on nous dit que les effectifs théoriques, c'est NI point fois
n.j sur n total. Alors, les effectifs théoriques, il faudrait les calculer aussi, mais vous pouvez vous demander ce que c'est que ce point. Et bien par exemple, si je me situe, donc si je dis que i est égal à 1, donc par exemple c'est dans la ligne qui correspond aux pommes rouges, donc c'est cette ligne-là, et bien le point, ça veut dire qu'on va prendre la valeur du total. Donc là, on a pris la ligne 1, donc du coup la colonne, ça va être la colonne du total, donc ça va être 338. Donc n1 point, c'est 338. Et n.j, si on dit que j par exemple c'est 2, donc là on regarde la deuxième colonne ici, et on va prendre pour les lignes la valeur du total, autrement dit, on va prendre cette ligne-là, donc ça va être 176, donc n.2, ça vaut 176. Donc maintenant que vous avez à peu près compris ça, je vous propose qu'on calcule d'abord les effectifs théoriques avant de calculer le Qui2, puisque pour le Qui2 on a besoin des effectifs théoriques. Donc je vais copier ce tableau de contingence-là, et je vais le mettre un petit peu en dessous. Et donc ce qu'on n'a pas besoin pour les effectifs théoriques, c'est qu'on n'a pas besoin ni de la colonne totale, ni de la ligne totale, et on n'a pas besoin non plus de toutes les valeurs puisqu'on va les recalculer. Alors juste là, je vais préciser que ce sont les effectifs théoriques. Voilà. Alors du coup, c'est parti. Donc dans un premier temps, on est ici. Donc là, on veut avoir l'effectif théorique avec i égale 1 et j égale 1, puisqu'on est dans la première ligne, dans la première colonne. Donc on va faire égal. Et donc ça va être égal à quoi? Ni point. Donc autrement dit, là on a dit que i et j ça valait 1, donc c'est n 1 point. Donc on va se situer dans la première ligne ici, et on va prendre la colonne du total, donc c'est ça. Ensuite, je vais faire fois n.j. n.j, donc point, ça veut dire qu'on va se situer dans la ligne totale et dans la colonne 1, puisque ici j est égal à 1. Donc colonne 1, ligne du total, on va prendre cette valeur-là, comme ceci. Et je vais diviser ça par n total. Alors je peux diviser comme ceci. Et n total, finalement, c'est le total du total, en quelque sorte, c'est cette valeur ici-là. Alors remarquez, là j'aurais pu mettre des parenthèses comme ceci. Que je les mette ou que je les mette pas, ça ne change pas grand chose. Bon, on va dire que je vais les laisser peut-être pour un peu mieux y voir. Alors là, je vais pouvoir un peu réduire le nombre de chiffres après la virgule, comme ceci. Et on pourrait faire ça partout. À chaque fois, par exemple ici, je pourrais dire que ça, c'est égal à... Donc là, on est toujours dans la première ligne, mais cette fois-ci, on est dans la deuxième colonne, donc c'est cette valeur-là, et que je divise par ça, et je peux faire ça partout. Mais vous voyez que c'est un peu fastidieux, donc ce que je peux faire, c'est plutôt que j'essaye de modifier cette formule-là, et que j'ajoute des dollars un peu partout, de manière à pouvoir étirer cette formule-là. Alors regardez, si dans un premier temps, j'étire cette formule-là, le problème qui va nous arriver, c'est que donc là, la cellule rouge, elle a été étirée sur le côté, c'est ce qu'on veut. Par contre, là, vous remarquez que la cellule violette et la cellule bleue, elles ont été décalées de 1, et nous, on aimerait bien qu'elles ne soient pas décalées. Donc, pour faire ça, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on dise à Excel que là, cette cellule bleue et cette cellule violette, elles restent fixes par rapport aux colonnes. Autrement dit, on veut dire qu'elles restent sur la colonne des F. Donc, pour la cellule bleue et violette, on va rajouter un petit dollar devant le F. Donc là, je rajoute un petit dollar ici, et là, je rajoute un dollar ici aussi. Comme ça, la cellule bleue va pas être décalée dans les colonnes et va tout le temps rester sur la colonne F, et pareil pour la cellule violette. Donc là, regardez, je fais entrer, et si maintenant j'étire comme ça, vous voyez qu'on trouve les bons résultats. Par exemple, pour les pommes rouges et péruviennes, si on regarde, on a bien le total associé à la ligne, fois le total associé aux colonnes, divisé par le total du total, comme ceci. Sauf que, un autre problème qu'on va avoir, c'est que maintenant, on voudrait étirer aussi comme ça, pour que ça fonctionne bien, mais regardez, alors j'ai étiré un petit peu trop loin, mais regardez, par exemple, là, ce qui s'est passé, c'est que ça a descendu, donc la cellule rouge et la cellule violette ont descendu, et on aimerait bien qu'elles restent sur la ligne 6. Alors, on va un petit peu encore modifier notre formule. On avait dit que la rouge et la violette, on aimerait bien qu'elles restent sur la ligne 6, donc je vais mettre un petit dollar devant le 6 de la formule rouge, et pareil devant le 6 qui est associé à la cellule violette, comme ceci. Et maintenant, regardez, si j'étire, donc je vais réétirer dans ce sens-là, mais je vais étirer cette fois-ci ici, vous voyez qu'on trouve les bonnes valeurs. Et par exemple, pour les pommes suisses et vertes, comme ceci, on a bien le total associé aux pommes suisses fois le total associé aux pommes vertes, divisé par le total du total. Donc là, on a réussi à trouver nos effectifs théoriques, donc ça c'est le tableau des effectifs théoriques. Alors au niveau de l'interprétation, ça voudrait dire qu'en théorie, on est censé avoir 39 pommes rouges et belges. Là, on en a observé 48, mais si on était dans le cadre uniquement théorique, on ne serait pas censé avoir 48 pommes rouges et belges, mais 39. Donc vous voyez que par rapport à la théorie, on en a observé 8 de trop à peu près. Pareil pour les pommes suisses et vertes, on en a 48. En théorie, on aurait été censé en trouver 49. Donc vous voyez que là, par exemple, on en a 2 de trop, par exemple.
Donc maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir calculer notre qui 2, et pour ça je vous propose dans un premier temps qu'on fasse un tableau du qui 2, comme ceci. Alors ce qu'on va faire, c'est que avant de faire la somme de la somme, on va pour chaque cellule calculer cette valeur-là. Donc pour ça je vais copier tout ça uniquement pour prendre les libellés, donc je vais prendre uniquement tout ça comme ceci. Et donc pour les pommes rouges et belges, donc pour i égale 1 et j égale 1, et on va d'abord prendre les effectifs observés associés à ces pommes-là, donc autrement dit ce qu'on avait vu, donc le tableau de contingence finalement. On va faire moins les effectifs théoriques associés aux pommes rouges et belges, donc moins. Et les effectifs théoriques, c'est ceux qu'on a calculés tout à l'heure, donc c'est 39,36 ici. En théorie, on aurait été censé avoir 39,36 pommes rouges et belges. Je vais mettre tout ça au carré, donc pour ça je vais mettre des parenthèses de part et d'autre, et puis je vais mettre au carré comme ceci. Et je vais diviser par n'ij, donc par les effectifs théoriques, donc par ces effectifs-là, comme ceci. Et je vais faire entrer. Et là, je vais pouvoir étirer la formule. Et là, on n'a pas besoin de mettre de petits dollars, hein. On voit par exemple ici que là, on est bien en présence des effectifs observés des pommes jaunes et péruviennes, moins les effectifs théoriques des pommes péruviennes et jaunes, au carré divisé par les effectifs théoriques, encore une fois, des pommes jaunes et péruviennes. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir calculer le qui 2. Alors le qui 2, ce qu'il faudrait faire, regardez là, on a deux sommes. D'abord, on ferait la somme sur les i, alors dans un premier temps on va dire que i égale 1, et on va faire la somme sur les j, donc d'abord j égale 1, puis j égale 2, puis j égale 3, donc ce que ça veut dire c'est que dans un premier temps i égale 1 et j égale 1, donc on serait ici, ensuite i égale 1 et j égale 2, donc on fait plus cette valeur-là, ensuite i égale 1 et j égale 3, donc plus ça, etc. Et une fois qu'on est à j égale 4, on va passer à i égale 2 et j égale 1, etc. Donc autrement dit, hein, vous comprenez, on va faire la somme de toutes ces valeurs-là. Et le truc cool, c'est que dans Excel, pour faire la somme, on peut tout simplement faire égale somme et sélectionner une plage de données, et ça fonctionne très bien. Donc du coup, pour calculer notre valeur du qui 2, ici, donc qui 2, ça va être égal à quoi? On a dit qu'on faisait égal la somme, donc somme, voilà, c'est celui-ci, je vais double-cliquer dessus, et on va prendre la plage de données qui est ici, et là je vais faire entrer, et finalement, on va trouver un qui 2 qui vaut 16,79. Donc dans le cadre de nos pommes ici, la valeur du qui 2 vaut 16,79. Voilà, donc finalement, on a vu que notre qui 2 qu'on vient de calculer, il vaut 16,79. Alors, qui 2 qu'on vient de calculer, donc c'est pour ça que j'écris calque en dessous, ça vaut 16,79, comme ceci. Et maintenant qu'on a effectué ce calcul, on va devoir chercher le degré de liberté. Alors le degré de liberté, pour rappel, c'est tout simplement la forme qu'aura cette fonction du qui 2, qu'on appelle aussi la densité de probabilité du qui 2. Alors, pour faire ça, donc, il nous faut le degré de liberté. Donc, c'est nombre de lignes moins 1 fois nombre de colonnes moins 1. Alors, degré de liberté est égal nombre de lignes. Alors, combien j'ai de lignes? Attention, je ne regarde pas le total, hein, parce que le total, c'est pas vraiment une valeur en soi, c'est juste le résultat. Donc là, on a 1, 2, 3 lignes. Donc, on a 3 lignes. Donc, je vais faire 3 moins 1. Et ensuite, nombre de colonnes, c'est quoi? On a 1, 2, 3, 4 colonnes. Attention, on ne regarde toujours pas le total. Et donc, ça nous fait 4 colonnes moins 1. Et donc si vous faites ce calcul, vous allez trouver finalement que le degré de liberté, il vaut 6. Alors vous pouvez vous demander pourquoi on fait nombre de lignes moins 1 et nombre de colonnes moins 1. Et bien en fait, le degré de liberté, il correspond au nombre minimal de valeurs, de manière à ce que si on les change, ça puisse changer le résultat. Alors je vous propose de reformuler ça un peu mieux. On va se focaliser par exemple sur les colonnes. Donc nombre de colonnes, on en a 4, mais pourquoi je fais moins 1? Regardez, si je connais Belgique, France, Suisse, mais que je ne connais pas le nombre de pommes du Pérou, donc là on aurait 32 pommes au Pérou, mais par contre que je connais combien on a de pommes au total, avec ce total et le nombre de pommes belges, françaises et suisses, je vais tout simplement faire donc nombre de pommes au total moins nombre de pommes belges, françaises et suisses, et je vais pouvoir en déduire le nombre de pommes au Pérou. Donc vous voyez que par exemple le nombre de pommes au Pérou, si je connais le nombre des autres pommes et le nombre total, vous voyez qu'il dépend finalement ce nombre du reste. Donc en gros, ce nombre, il est pas vraiment libre en quelque sorte. Pareil, si je connais pas le nombre de pommes suisses, mais que je connais le nombre de pommes belges, françaises et péruviennes et le nombre total de pommes, je pourrais en déduire le nombre de pommes suisses. Donc vous voyez qu'en fait, à chaque fois, on a une valeur qui est tout le temps liée au reste. Donc c'est pour ça que le degré de liberté, à chaque fois, c'est le nombre de colonnes, moins 1, moins une valeur, qui sera forcément liée au reste de par la colonne totale. Et c'est la même chose pour les lignes. Donc ça, c'était pour le degré de liberté, ça vous permet de comprendre d'où vient cette formule, et peut-être de la retrouver plus facilement.
Maintenant, on va regarder si on doit rejeter ou non l'hypothèse nulle. Alors pour ça, on a deux méthodes. Soit on compare les valeurs du Qui2, ou soit on compare la p-valeur avec alpha. Alors je vous propose dans un premier temps qu'on commence par se focaliser sur cette première méthode. Alors on avait déjà notre Qui2 calculé, et maintenant on va chercher notre Qui2 théorique. Alors nous ici, on veut calculer notre Qui2 théorique. Alors j'écris ça ici, Qui2 théorique, donc j'écris TH pour théorique. Et donc, qu'est-ce qu'il vaut? Et bien pour ça, soit on va devoir le chercher dans Excel, ou soit on va devoir le chercher dans la table du Qui2. Alors dans un premier temps, on va voir comment le trouver dans la table du Qui2, et ensuite on verra comment le trouver dans Excel directement. Alors regardez, donc pour le lire dans la table du Qui2, il nous faut la table du Qui2. Alors comment trouver cette table du Qui2? Et bien vous allez dans Wikipédia, vous tapez loi du Qui2. Donc la loi du Qui2, c'est en gros cette fonction-là, cette fonction du Qui2. Et grâce à cette fonction, et ben il y a des gens qui ont rempli certaines valeurs. Donc pour rappel, hein, la fonction elle dépend du degré de liberté. Donc suivant le degré de liberté, ils ont calculé pour par exemple un niveau de confiance de 0,05, ils ont calculé la valeur, etc., etc. Et justement, alors on va parler de ce niveau de confiance. Alors dans un premier temps, ici on a le degré de liberté, ici on a le niveau de confiance, donc tout en bas. Donc le degré de liberté dans un premier temps, on avait dit qu'il valait 6. Alors 6, regardez, c'est ici, donc ça correspond à cette ligne-là. Donc la ligne que je surligne. Donc les valeurs qu'on lira seront forcément sur cette ligne-là, donc la ligne en jaune. Ensuite, on a le niveau de confiance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 1 moins alpha? Alors, je ne l'ai pas précisé dans l'énoncé, mais en fait, si c'est pas précisé, et bien par convention, on a que alpha égale 5%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on aurait 5% de chance de rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. Donc, autrement dit, ça voudrait dire qu'on a 5% de chance de dire que les couleurs et les localisations sont liées, alors qu'en fait, elles sont indépendantes. Mais on s'est trompé. Donc en gros, on a 5% de chance de se tromper. Enfin, 5% de malchance, entre guillemets, plutôt, de se tromper. Alors donc là, j'ai pas précisé dans l'énoncé. Donc si c'est pas précisé par convention, alpha, il vaut 5%. 5%, c'est la même chose que 0,05, comme ceci. Sauf que, attention, Wikipédia, c'est pas alpha, mais c'est 1 moins alpha. Alors 1 moins alpha c'est quoi? Et ben c'est 1 moins 0,05, autrement dit c'est 0,95. Alors pour ça je vais regarder la valeur pour 0,95, donc c'est cette valeur-là, 0,95. Donc je lirai toutes les valeurs qui sont dans la colonne qui est associée à 0,95. Donc autrement dit je lirai toutes les valeurs qui sont dans la colonne que je viens de surligner en jaune. Maintenant que j'ai vu ça, eh ben, je vais tout simplement prendre le croisement entre le degré de liberté et ma valeur pour alpha, donc là j'ai alpha, là j'ai le degré de liberté, et le croisement c'est 12,59. Alors je vais arrondir à 12,6, mais grâce à ça, grâce à cette table-là, on a pu calculer le Qui2. Alors en pratique, vous, il faudra que vous le fassiez tout le temps. Alors maintenant, je vous propose qu'on se retrouve sur Excel pour voir directement comment trouver cette valeur du Qui2 théorique. Voilà, alors pour calculer le Qui2 théorique, ça va pas être très compliqué. Dans cette cellule-là, je vais écrire égal Qui2, donc KHI, et là vous voyez qu'on en a plusieurs. Alors on ne s'intéresse pas à celles qui ont un point d'exclamation parce qu'elles sont obsolètes. Donc du coup, on en a essentiellement 4. Et nous, laquelle on veut? Alors on veut le Qui2 théorique. Et regardez, nous en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque fois, on veut l'aire sous la courbe qui est à droite du Qui2 théorique. Donc ce sera soit loi.Qui2.droite ou soit loi.Qui2.inverse.droite. Et là, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, la Qui2.droite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va renvoyer l'aire sous la courbe ici, à partir d'un Qui théorique, tandis que loi.Qui2.inverse.droite, ce qu'il va faire, c'est que avec une aire sous la courbe, il va renvoyer la valeur du Qui2 théorique. Alors nous, vu qu'on veut calculer cette valeur du Qui2 théorique, on va prendre loi.Qui2.inverse.droite, comme ceci, et ensuite il va nous demander une probabilité. Alors la probabilité pour le Qui2 théorique, c'est alpha, et alpha, on avait dit qu'il valait 0,05, et ensuite on veut le degré de liberté. Le degré de liberté, on avait dit que c'était 6. Et là, je vais tout simplement faire entrer, et là, on va trouver que notre Qui2 théorique vaut 12,59. Autrement dit, ce Qui2 théorique là, il va se placer sur l'axe des abscisses à la valeur 12,59. Voilà, et donc vous remarquez qu'on trouve la même valeur. Alors maintenant qu'on a vu ça, je peux enlever ma table du Qui2, on va passer à la comparaison. Alors regardez, je vais refaire cette fonction-là, donc je fais ça comme ça, hop, je trace la fonction. Alors peut-être que c'est pas la même dans la vraie vie, puisque pour rappel, la fonction elle dépend du degré de liberté, donc elle ressemble pas forcément à ça, mais cette représentation c'est plutôt pour avoir une idée
global, entre guillemets. Et là, regardez, dans un premier temps, j'ai mon qui 2 calculé qui vaut 16,59. Alors ce schéma, il est plutôt là pour nous donner une représentation que pour être réel. 16,79, peut-être c'est pas là, peut-être c'est là, peut-être c'est là. Enfin, peu importe. L'idée, c'est vraiment qu'on ait juste une idée visuelle, grosso modo, de ces valeurs. Donc qui 2 calculé, ça vaut 16,79. Donc là, c'est qui 2 calculé. Et on a qui 2 théorique qui vaut 12,6. Donc je peux le placer là, par exemple. Là, on aurait notre qui 2 théorique, comme ceci. Alors encore une fois, c'est pas forcément vrai, mais bon, ça nous donne une idée. Donc qui 2 théorique et qui 2 calculé, je le place sur l'axe, sur cet axe-là. Donc ça, c'est mon axe du qui 2. Et donc là, regardez, j'ai que mon qui 2 théorique, il est inférieur à mon qui 2 calculé. Donc ça, autrement dit, un qui 2 calculé plus grand que qui 2 théorique. Donc vu que j'ai ça, alors je peux peut-être le recopier ici. J'ai qui 2 calculé plus grand que qui 2 théorique, et ben ça implique quoi? Ça implique du coup qu'on va devoir rejeter. Alors là j'écris rejet, en fait c'est rejet de H0, donc on va rejeter l'hypothèse nulle. Autrement dit, on va rejeter le fait que les couleurs et les localisations sont indépendantes. Donc ça, si je rejette H0, ça veut dire que H0 est faux, et dans ce cas-là, vu que j'invalide l'hypothèse nulle, et ben je vais devoir valider l'hypothèse alternative. Donc finalement, on aurait que les couleurs et les localisations sont liées. Donc dans ce tableau-là, on peut en conclure que finalement, on a bien un lien entre la couleur et la localisation. Alors attention, en statistique, il faut toujours nuancer. On avait un risque d'erreur de 5%, donc on avait 5% de chance d'invalider l'hypothèse nulle alors qu'en fait elle était vraie. Donc la vraie phrase qu'il faudrait mettre, c'est que on a 95% de chance que les couleurs et les localisations sont liées et 5% de chance du coup pour que les couleurs et les localisations soient indépendantes. Voilà, donc maintenant on a vu comment rejeter H0 avec ça, on va voir comment rejeter H0 avec la p-valeur et alpha. Alors là, il y a deux méthodes, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'il faut connaître les deux méthodes. Et en fait, suivant le test qu'on effectue, ce sera pas tout le temps valeur calculée plus grand que valeur théorique. Vous voyez, en fait, ça dépend vraiment du test. Tandis que p valeur plus petit que alpha, ça c'est un truc qui est tout le temps vrai. Donc vaut mieux peut-être apprendre ça, comme ça vous savez que c'est tout le temps comme ça, et vous saurez peut-être retrouver par le dessin la valeur calculée plus grand que valeur théorique, plus grand ou plus petit suivant le test. Mais le truc c'est que des fois par exemple on peut vous donner que certaines valeurs pour que vous puissiez calculer ça et pas la p-valeur, dans ce cas vous saurez pas comment faire. Des fois on peut vous donner que la p-valeur et pas ni le qui de calculé ni le qui de théorique, enfin même si le qui de calculé finalement vous pouvez le calculer donc à la limite, mais si on vous donne pas le qui de théorique ou enfin voilà, vous voyez, il faut quand même connaître les deux méthodes pour être sûr de savoir dans quel cas il faut rejeter ou non l'hypothèse nulle. Même si je vous avouerai que moi j'ai appris seulement la deuxième et ça suffit. Alors justement, on va voir comment trouver la deuxième. Alors, on peut le faire soit dans Excel ou soit encore une fois avec la table. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va re-regarder la table. Alors, p-valeur plus petit que alpha. Dans un premier temps, je vous propose qu'on explicite un peu plus ce que c'est que la p-valeur et ce que c'est que le alpha. Alors, la p-valeur, en fait, c'est l'aire sous la courbe, donc comme l'indique ce dessin ici, c'est l'aire en rouge qui est l'aire sous la courbe entre le qui de calculé et plus l'infini. Tandis que alpha, c'est l'aire sous la courbe, donc l'aire en jaune, qui est comprise entre le qui de théorique et plus l'infini ici. Alors du coup, ce que vous pouvez comprendre ici, c'est que là, on a le degré de liberté, et en fait, là, on a 1 moins alpha, mais une autre manière de dire ça, au lieu de dire qu'on a 1 moins alpha, on peut dire qu'on a 1 moins l'aire sous la courbe, puisque alpha, c'est l'aire sous la courbe du qui de théorique jusqu'au qui de calculé. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le degré de liberté, la valeur de alpha, donc la valeur de l'aire sous la courbe, et grâce à ça, on en a déduit le qui de. Mais maintenant, on peut faire dans l'autre sens. Nous, ce qu'on veut là, c'est notre p-valeur, c'est notre r sous la courbe, sauf qu'on connaît notre qui de calculé, et on connaît notre degré de liberté. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la ligne du degré de liberté ici. Nous, notre qui de calculé, il vaut 16,79, donc je vais jusqu'à 16,79. Alors, on n'a pas 16,79, mais on voit qu'il est très proche de 16,81. Donc, je vais regarder pour 16,81 en gardant à l'esprit qu'il y a une petite marge d'erreur. Et donc, je descends jusque là. Alors là, on a 1 moins alpha. Alors, maintenant, c'est plus alpha, mais c'est l'aire sous la courbe. Donc, on a 1 moins l'aire sous la courbe qui vaut 0,99 ici. Donc, je vais écrire ça ici. On a 1 moins l'aire sous la courbe qui vaut 0,99. Et cette aire sous la courbe, elle est liée à notre qui de calculé. Donc, c'est l'aire sous la courbe du qui de calculé jusqu'à plus l'infini. Autrement dit, cette aire sous la courbe, c'est notre p-valeur. Donc ça, je peux aussi l'appeler 1 moins p-valeur est égal à 0,99.
Alors maintenant, vous pouvez raisonner de deux manières pour résoudre cette équation. Soit dans un premier temps, vous la résolvez de manière mathématique, donc vous passez le 1 de l'autre côté, vous changez le signe et vous allez trouver que p-valeur est égal à 0,01, comme ceci. Ou soit vous raisonnez un peu plus de manière intuitive, de manière graphique, entre guillemets, et ce que vous faites, c'est que dans votre tête, vous faites cette courbe, et vous savez que 1 moins la p-valeur, ça vaut 0,99. Donc, autrement dit, là, ici, on aurait par exemple la p-valeur, donc qui est l'aire sous la courbe du qui 2 calculé jusqu'à plus l'infini. Et donc là, il nous reste un petit bout, le bout que j'assure horizontalement. Et bien, ce petit bout-là, c'est quoi? Et bien, c'est tout simplement, étant donné que l'aire totale sous la courbe vaut 1, et bien ça va être 1 moins l'aire sous la courbe qui est ici. Donc en fait, vu que cette aire qui est ici, c'est la p-valeur, et bien là, on a 1 moins la p-valeur. Donc autrement dit, on a pris 99% de l'air sous la courbe. Donc une autre manière de représenter les choses, je vais refaire un graphique comme ça. Donc là j'ai encore une fois cette courbe là. Et donc regardez, j'ai 1 moins p valeur qui vaut 0,99. Alors 1 moins p valeur, ça veut dire que l'air sous la courbe qui ne correspond pas à la p valeur, elle vaut 0,99. Donc par exemple, elle va jusque là. Et du coup ma p valeur c'est le reste. Donc c'est tout ce qui reste ici. Autrement dit, c'est 1 moins 0,99, donc c'est 0,01. Donc ça, ce sont les deux manières de réfléchir. Et donc bon, à la limite, vous résolvez juste l'équation et vous trouvez 0,01, comme ceci. Donc maintenant qu'on l'a calculé avec la table, je vous propose qu'on voie comment la calculer directement avec Excel. Et on aura peut-être une valeur un peu plus précise. Alors c'est parti pour calculer la p-valeur et alpha. Alors dans un premier temps, on va calculer la p-valeur. Et ça revient à se poser la question, quel est l'aire sous la courbe ici qui est en rouge? Autrement dit, quel est l'aire sous la courbe qui est compris entre le qui 2 calculé et plus l'infini? Donc quel est l'aire sous la courbe finalement à droite du qui 2 calculé? Alors pour ça, je vais ici écrire égal et je vais écrire qui, comme ça. Et là, Excel va me proposer plusieurs fonctions. Alors on va pas regarder celles qui ont un point d'exclamation parce qu'elles sont obsolètes, mais du coup, essentiellement, on en a 4 ici. Donc nous, on voulait l'aire qui était à droite du qui 2 calculé. Donc c'est soit loi.qui2.droite ou soit loi.qui2.inverse.droite. Et tout à l'heure, on avait dit que quand on faisait qui2.inverse.droite, ce que ça faisait, c'est que ça renvoyait une valeur des abscisses avec une aire sous la courbe. Nous, on a la valeur de l'abscisse et du coup, on va vouloir avoir l'aire sous la courbe. Donc vous voyez que c'est pas inverse, mais c'est loi.qui2.droite qu'on va utiliser. On a l'abscisse et on veut l'aire sous la courbe. Donc pour ça, je vais double-cliquer dessus. Et dans un premier temps, Excel va me demander qu'est-ce que c'est que le x. Alors le x, c'est la valeur sur l'axe des abscisses ici. Alors nous, étant donné que c'est la p-valeur, le x, il vaut le qui 2 calculé finalement. Alors le qui 2 calculé, on avait dit que c'était 16,79. Et ensuite, Excel va me demander le degré de liberté. Alors on avait dit que c'était 6. Et je vais fermer la parenthèse et je vais faire entrer. Et là, on va trouver que la p-valeur vaut 0,01, comme ceci. Autrement dit, la p-valeur, elle représente 1% de l'aire totale sous la courbe. L'aire en rouge, elle représente 1% de l'aire sous la courbe. Alors bon, là bien sûr c'est un schéma, donc ça représente pas la réalité, mais si on avait bien représenté comme il fallait, l'aire en rouge, elle aurait représenté 1% de l'aire sous la courbe. Alors maintenant on va calculer alpha. Alors alpha, on sait qu'il vaut 0,05, mais comme ça va nous faire un petit entraînement supplémentaire. Donc c'est parti pour calculer alpha. Alors la question qu'on va se poser en calculant alpha, c'est quelle est l'aire sous la courbe en jaune, donc quelle est l'aire sous la courbe de mon qui 2 théorique jusqu'à plus l'infini. Alors vous voyez que ça va être presque la même chose, on va écrire qui avec Excel, et là on va utiliser loi.qui2.droite, puisqu'on a la valeur du qui théorique, et on va vouloir avoir la valeur finalement de l'aire sous la courbe. Donc je vais double-cliquer, et là dans un premier temps, Excel va me demander le x, autrement dit, cette fois-ci pour alpha, donc le x, ça va être la valeur du qui 2 théorique, donc ça va être cette valeur-là, point virgule. Le degré de liberté, on avait dit encore une fois que c'était 6, du coup je vais faire entrer, et du coup on va trouver que notre valeur de alpha vaut 0,05. Alors bon, ça on le savait déjà, donc c'était pas la peine de le calculer, mais comme ça nous aura fait un petit entraînement supplémentaire. Donc autrement dit, l'aire en jaune ici, elle aurait représenté 5% de l'aire totale sous la courbe. Voilà, donc vous voyez finalement que les deux valeurs sont à peu près les mêmes, donc je vous propose qu'on reste sur ce 0,01, et du coup, là on a que p valeur, c'est 0,01, il est plus petit que 0,05, donc p valeur plus petit que alpha, alors je vais écrire ça, donc p valeur plus petit que alpha, et ça implique encore une fois, comme tout à l'heure, le rejet de H0. Et ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que ces deux méthodes, donc qui 2 calculé et p-valeur, ce sont exactement les mêmes. Pourquoi? Parce que là, regardez, donc là j'ai mon qui 2 calculé, là j'ai mon qui 2 théorique, ma p-valeur c'est l'aire sous la courbe qu'on avait dit, entre le qui 2 calculé et plus l'infini. Donc c'est cette aire qui est ici.
mon alpha, ma valeur de alpha, c'est 0,05. On avait dit que c'était la valeur entre le qui2 théorique et plus l'infini. Alors, je vais rajouter pour qu'on voie un peu mieux. Et donc, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ce schéma n'est pas très représentatif, puisque alpha, il doit être égal à 0,05. Autrement dit, l'aire en orange ici, donc qui correspond à alpha, elle est censée contenir seulement 5% de la courbe. Donc en fait, le qui2 théorique, il est censé être bien plus loin pour que l'aire sous la courbe soit bien plus petite. Mais bon, ce schéma, encore une fois, il est vraiment là pour nous donner une idée. Donc on avait dit que l'aire en orange, c'était alpha, et l'aire en bleu, c'était la p-valeur, comme ceci. Alors maintenant qu'on a vu ça, le rejet de H0, c'est quoi? C'est quand ma p-valeur est plus petite que alpha. Autrement dit, quand mon aire bleue, elle est plus petite que l'aire orange. Et en fait, vous remarquez que l'aire bleue, elle sera toujours plus petite que l'aire orange, jusqu'à ce que, en fait, ce qui2 calculé, il soit plus petit que qui2 théorique. Regardez, si mon qui2 calculé, par exemple, je le mets là, mon aire en bleu, donc ce sera toute celle-là, et elle sera quand même plus petite que mon aire en orange. Si mon qui2 calculé, je le mets en revanche ici, donc regardez, mon aire en bleu, ce sera toute l'aire en orange, plus cette petite partie-là. Donc finalement, là, on aura que notre p-valeur sera plus grand que alpha, et dans ce cas, on devra accepter H0. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment un lien entre qui2 calculé plus grand que qui2 théorique, et p-valeur plus petit que alpha. Donc ça, c'était ce qu'il fallait vraiment savoir. Un autre truc intéressant, c'est que le qui2 théorique, on l'appelle aussi le qui2 critique. Pourquoi? Parce que du coup, notre qui2 calculé, s'il est dans toute cette zone, ça veut dire du coup que notre qui2 calculé sera plus grand que notre qui2 théorique, et qu'on devra rejeter. Donc ça, c'est la zone de rejet, en quelque sorte. Et si notre qui2 calculé, il dépasse notre qui2 théorique, il dépasse notre qui2 critique, en quelque sorte, on rentrera dans une zone d'acceptation. Donc là, j'ai écrit acceptation. On le voit pas trop, mais l'idée est là. Donc vous voyez que finalement, ce qui2, plus je le décale vers la gauche, et du coup, plus je m'approche de ma zone d'acceptation, donc qui serait toute celle-là. Voilà, donc maintenant qu'on a bien compris ça, qu'on a bien compris que ces deux trucs, c'était exactement la même chose, et qu'on a rejeté l'hypothèse nulle, et donc qu'on a validé l'hypothèse alternative, je vous propose qu'on calcule l'intensité avec le coefficient C de Cramer. Alors qu'est-ce que c'est que cette intensité? Alors déjà on la note C, et elle est comprise entre 0 et 1, et en gros, plus elle est proche de 0, et plus du coup, les couleurs et les localisations auront un lien très très faible, et plus ce C, il va s'approcher de 1, et plus les couleurs et les localisations auront un lien fort. Un exemple de coefficient qui vaudrait 1, c'est que par exemple les pommes belges qui sont rouges, on en est 100, et on n'est aucune pomme française, suisse et péruvienne qui sont rouges. Et on pourrait faire le même raisonnement avec le reste, donc vous voyez que là, on aurait en fait la couleur qui est uniquement dépendante de la localisation, et donc là on aurait un lien extrêmement fort, puisque ce serait le seul lien en quelque sorte, on aurait un lien très très fort entre les couleurs et les localisations. Donc maintenant que vous avez compris ce que c'était que ce coefficient C de Cramer, on va pouvoir le calculer, donc on le note C, et donc C c'est quoi? C'est la racine carrée de quoi? Alors d'abord j'ai qui2, alors ce qui2 c'est le qui2 calculé, donc c'est 16,79, donc 16,79 comme ceci, et je vais diviser ça par quoi? Alors n point, ici c'est quoi? En fait c'est n total, donc c'est cette valeur-là, donc c'est 687, au total on a 687 pommes, et je multiplie ça par quoi? Alors là j'ai min entre k-1 et p-1. Alors k-1 et p-1, en fait c'est tout simplement le nombre de lignes moins 1 et le nombre de colonnes moins 1. Alors peut-être k et p ce sont pas les meilleures lettres, mais bon, peu importe. À la limite, vous téléchargez la fiche, vous pouvez la télécharger et vous la modifier si vous voulez mieux vous comprendre. Bon, moi j'avais écrit ça pour moi parce que je me comprends, mais si vous voulez changer ça, bien sûr vous pouvez télécharger la fiche et la modifier, il n'y a aucun souci. Alors du coup, c'est le minimum entre le nombre de lignes moins 1 et le nombre de colonnes moins 1. Alors ça, c'est très lié au degré de liberté finalement. Nombre de lignes moins 1, donc c'était 3 moins 1, donc on en avait 2. Nombre de colonnes moins 1, on avait 4 colonnes. Moins 1, donc on avait 3 colonnes. Donc le minimum entre 2 lignes et 3 colonnes, c'est 2 lignes, donc on va garder seulement 2. Donc là, je ferai seulement x2, comme ceci. Et là, je me rends compte que j'ai un peu surestimé ma barre de fraction et ma racine carrée. Bon, c'est pas un souci, on peut quand même effectuer le calcul. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver 0,11. Alors 0,11, on se rend compte que c'est quand même pas mal proche de 0. Donc étant donné que c'est proche de 0, on peut en conclure qu'on a un lien faible. Alors comment interpréter ça? Globalement, ça veut dire qu'on a une relation assez faible entre les couleurs de la pomme et leur origine. Et en effet, là, on voit
que les chiffres sont assez bien répartis, entre guillemets, entre les couleurs et les localisations. Donc, étant donné qu'on a rejeté H0 et qu'on a accepté l'hypothèse alternative, on sait qu'il y a un lien entre les couleurs et les localisations, mais le coefficient de Cramer nous informe que ce lien entre les couleurs et les localisations, même s'il existe, eh ben, il est quand même plutôt faible. Voilà, donc j'espère qu'à travers cette vidéo, vous aurez bien compris ce test du Ki-2 d'indépendance. J'ai bien pris le temps pour que vous compreniez chacune des notions. Donc si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça ferait super plaisir. Si vous avez des questions quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et en attendant, passez un super Noël, faites un petit coucou à tous les gens que vous aimez, prenez un peu de temps pour vous aussi, pour vous changer les idées. Et en attendant, nous, on va se retrouver dans 2 jours, quand vous aurez ouvert absolument tous vos cadeaux, et on parlera d'un test du Ki-2 un peu différent, puisque ce sera le test du Ki-2 d'adéquation. Du coup, passez un joyeux Noël.